Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point de marché. Nous sommes aujourd'hui le 17 août 2025 et donc de retour de vacances. J'espère que vous avez pu en profiter aussi et que vous allez tous bien. Donc les marchés ont bien progressé durant cette petite absence. Nous avons connu donc cette sortie de range pour une dynamique ici qui a progressé avec un nouveau plus haut historique sur le CAC 40, donc au-delà des 8740 points. La semaine dernière, on a consolidé donc le premier objectif ici, c'était 8640 points. Et puis après cette attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, puisque vous pouvez observer ici 4 bougies qui se sont développées au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, et bien on consolide légèrement dans un mouvement qui ne remet pas en cause la dynamique haussière, puisque l'on reste au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et au-dessus ici de la zone horizontale des 8560 points, zone qui était résistance ici sur cette première phase d'accélération et ici avant l'accélération du mouvement. Donc on reste dans une phase de consolidation ici qui s'inclut dans un mouvement globalement haussier. Au niveau des indicateurs techniques, on voit bien ici cette phase de consolidation avec des histogrammes du MACD qui passent dans le rouge, un RSI qui reste relativement stable et des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne. Alors ça peut s'expliquer par la période, je dirais, de vacances, mais aussi par le fait que cette phase ici de consolidation n'a pas une grosse conviction, puisqu'on voit ici des volumes plutôt élevés lors de la phase d'accélération et nettement inférieurs à la moyenne sur ici cette phase de baisse, ce qui va aussi dans le sens d'une dynamique globale qui reste positive. Donc on est ici sur un mouvement qui semble en tout cas pérenne sur la longueur. Au niveau des valeurs, nous avons de belles hausses aujourd'hui, à l'image des Semiconductor qui gagnent 5,15%, Sanofi plus 1,51, Euronext plus 1,45, derrière Schneider Electric ou Bureau Veritas sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, Kering et Stellantis perdent toutes deux plus de 4%, derrière Saint-Gobain, Danone ou LVMH sont sur des pertes proches de 3%. À noter quelques grosses pondérations qui plombent un petit peu le CAC 40 comme ça a été le cas toute la semaine dernière, avec notamment le luxe, LVMH, L'Oréal, donc les deux plus grosses pondérations du CAC 40, tout comme Hermès ou Kering, qui sont sur des baisses assez marquées. Ce qui explique partiellement la phase de sous-performance que nous observons sur le CAC 40. Au terme de cette séance, celui-ci clôture à 8579,60 et perd 0,66% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc au niveau ici de la configuration technique, comme je vous l'indiquais, tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile après l'attaque sur la bande de Bollinger supérieure, je le répète, 4 bougies ici hors Bollinger, c'est une marque de dynamique assez forte. La phase de consolidation nourrie de volumes inférieurs à la moyenne ne traduit pas encore un affaiblissement, voire un retournement de cette dynamique. Donc tant que l'on préserve ici 8560 points, on reste dans une phase de consolidation qui peut nous permettre d'observer un rebond et une reprise ici d'un mouvement haussier. Par contre, sous 8560 points, là on commencerait à avoir des signaux de neutralisation de cette dynamique, puisqu'on casserait la moyenne mobile 20 exponentielle, on reviendrait ici dans un range tel que nous l'avions avec la partie supérieure ici entre 8370 et 8560 points, sachant que pour avoir un retournement, il faudrait casser le point bas ici de cette séance du 8 juillet, donc qui se situe proche de la zone horizontale des 8250 points. Donc pour l'instant, on en est loin. On continue à regarder ce qui se passe à la hausse avec éventuellement donc une reprise des cours, une reprise de la dynamique dont le signal serait donné par une rupture haussière des 8640 points. Pour l'instant, on est dans une phase de consolidation d'une dynamique qui s'inscrit à la hausse. Naturellement, 8560 points cassés à la baisse, voire même 8370 seraient des signaux assez négatifs, mais globalement, pour l'instant, ça reste plutôt optimiste. Après, je le rappelle, l'inscription de nouveaux records donc, que nous avons eu notamment le 7 août sur le CAC 40. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Donc cette analyse sera un petit peu allégée. On va faire un petit peu le tour des marchés pour voir ce qui s'est passé, mais honnêtement, à part sur certains actifs, ça n'a pas énormément bougé. Sur le DAX par exemple,
Après la phase d'accélération que nous avons connue donc durant le début du mois d'août, eh bien on est plus sur une phase de stabilisation horizontale. On voit que l'on a des attaques ici qui sont reprises. Globalement, on est en train de construire ici une zone de support proche des 26 320 points. On a là aussi un record, donc mercredi dernier, sur l'indice allemand, là où on n'en a pas eu sur le CAC 40, c'était le vendredi d'avant. Globalement, donc, on est ici sur une phase d'accélération qui temporise. Au niveau des indicateurs, là aussi, eh bien, on peut remarquer que l'on a une baisse des histogrammes du MACD qui reste dans le vert et des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Donc ça concorde, je dirais, avec la configuration de l'indice parisien. Les points je dirais, d'objectif de consolidation se trouvent sur cette zone de résistance intermédiaire ici, proche des 25 900 points. Là, un niveau proche de là où évolue actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce n'est que sous ici une zone proche des 25 325 points que l'on commencerait à avoir des signaux nettement plus baissier. Donc pour l'instant, là aussi, on est très proche des derniers records de l'indice allemand qui ont été battus donc récemment, et on reste dans une dynamique globalement positive. Sur les indices américains, nous avons là aussi un nouveau record, donc le S&P 500 qui vient de marquer ici la semaine dernière, donc jeudi dernier, un nouveau record historique à 7816,70. Donc nous avons eu un signal de reprise de dynamique, une dynamique qui est très lisible, puisque nous avons ici une belle dynamique haussière, une phase de temporisation et une cassure ici sur gap haussier qui a été déclarée le 4 août. Donc depuis, eh bien, on continue à avoir une dynamique qui est certes faible, mais qui a le mérite de rester haussière. Au niveau de l'extension de Fibonacci ici, de la plus grosse amplitude de la phase de consolidation, eh bien, nous avons un objectif qui se situe sur un niveau qui n'a pas été atteint, 7857,62, vous voyez qu'il nous en manque encore un petit peu. Donc c'est l'objectif à atteindre pour confirmer cette reprise haussière, mais globalement, tant que le gap ici reste ouvert autour des 7620 points, eh bien nous pouvons considérer que nous sommes ici dans la poursuite d'une dynamique haussière, donc qui se confirme tant sur le court terme que sur le moyen long terme. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration qui est un peu moins dynamique, puisque même si nous avons une reprise ici où on peut observer un retour des cours au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle sur le court terme, ce qui n'était pas forcément le cas ici sur toute cette phase de consolidation où on était même venu casser ici cette zone des 28 500 points, eh bien on se reprend légèrement, donc on évolue mais sans marquer de nouveaux plus hauts historiques. Donc l'enjeu de cette période, eh bien, c'est d'observer si on peut casser ici cette zone de résistance des 30 660 points. Donc pour l'instant, le Nasdaq, qu'il soit sous la forme Nasdaq 100 ici ou Nasdaq Composite, ne parvient pas à repartir fortement à la hausse, ce qui traduit une sous-performance du secteur tech du côté des États-Unis. Donc là aussi, on semble être sur une phase de reprise haussière, mais dont on attend une confirmation par l'inscription donc d'un nouveau plus haut historique, ce qui n'est toujours pas le cas actuellement. Les niveaux de retournement se situent, si on venait casser ici la zone de point bas que nous avons connue sur la séance du 29 juillet, qui se situe à 27 176 points. Sur le marché des devises, la paire de devises euro-dollar, comme nous l'avons laissé, elle était dans un range ici qui se situait entre 1.3060 et 1.1460. On a cassé ici cette zone de résistance le 30 juillet, on a commencé ici à monter et on a une dynamique qui est restée haussière pour atteindre la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.1615. Alors, globalement, on reste ici dans une dynamique qui se neutralise. On pensait que ça allait repartir à la baisse ici, c'est ce que je vous avais indiqué suite à la cassure ici d'un 14,60. Mais le fait que l'on revienne durablement, semble-t-il, au-dessus de cette zone, nous place dans une configuration différente. C'est-à-dire que globalement, on peut considérer, vu la faible amplitude de cassure que nous avons ici, suite à la cassure des 1,1460, que nous sommes dans la continuité ici de cette phase de consolidation horizontale. D'un point de vue court terme, ce que l'on observe toutefois, c'est une succession ici de points hauts pour l'instant et de points bas qui se fait d'une manière baissière. Donc d'un point de vue court terme, on est ici sur une tendance qui reste orientée à la baisse. Si on trace une résistance liée aux deux premiers sommets, donc sur cette dynamique, on peut observer ici une cassure par rapport justement à cette résistance, ce qui nous indiquerait que cette dynamique ici n'aurait pas de phase de continuité puisque la dynamique est cassée
et cela converge aussi vers la probabilité d'une neutralisation de cette paire de devises. Donc nous avions jusqu'à présent un range qui se situe grossièrement entre 1,1460 ici et 1,1910. Ici, donc sur cette phase d'accélération, donc à la fin du mois de janvier, on a eu une tentative de cassure à la hausse. Ici, sur cette phase ici un peu plus longue, entre juin et juillet, une tentative de cassure à la baisse. L'analyse technique table ici pour un retour dans ce range. Il ne nous donne donc pas d'indication claire. D'un point de vue court terme, malgré ici la cassure de cette résistance, on a une légère orientation baissière sur cette tendance. Par contre, d'un point de vue moyen terme, on reste sur un biais neutre. Sur le dollar-yen, avant de m'absenter, j'attirais votre attention ici sur la probabilité d'intervention de la Banque centrale du Japon au-delà des 160 yens pour 1 dollar. On voit que cette zone a longtemps ici été résistance. Ensuite, on était monté et j'avais émis plusieurs alertes. Bon, ben voilà, c'est arrivé. On a eu une annonce d'intervention conjointe entre la Banque centrale du Japon et la Fed. Ça a fait baisser ici la paire de devises de 164 à quasiment un contact ici avec la zone des 155 yens pour 1 dollar. Et puis on remonte légèrement. Ce que l'on peut observer, c'est que, un petit peu comme nous avions lors des précédentes actions, on a ici une impulsion, un retour, on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Deuxième attaque éventuellement, et ensuite on remonte. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de deuxième attaque, mais on reste toujours pour l'instant sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Il y a de la méfiance, hein. On a qui plus est un dollar qui baisse un petit peu, on peut le voir sur le dollar index, hein, qui est passé sous la zone des 100, sa zone d'équilibre. Donc globalement, on a un dollar qui s'affaiblit, une banque centrale du Japon qui souhaite encore soutenir sa monnaie, ne pas la laisser trop chuter. Donc il y a encore des risques de reprise, surtout si on sent un affaiblissement ici de la force des devises qui avait ici provoqué ce mouvement. Je vous rappelle que l'on est toujours sur un swap positif lorsque l'on est acheteur de dollar-yen. Hein. Le différentiel de taux de change reste en faveur ici de la poursuite de ce mouvement. Mais on l'a vu du côté des États-Unis, les chiffres ont éloigné la probabilité, donc les chiffres macroéconomiques, hein, ont éloigné la probabilité d'une hausse des taux. On commence même à reparler de baisse des taux, ce qui amoindrirait justement cet avantage en termes de taux et pourrait réduire un petit peu la velléité haussière des investisseurs, notamment orientés en carry trade sur cette paire de devises. Donc on garde ici une zone d'alerte. Alors on est à 160,36, hein, c'est globalement 160 yens pour 1 dollar. Au-dessus de cette zone, on peut avoir effectivement des phases de volatilité, mais d'un point de vue moyen terme, on peut considérer ici avec ces deux tests, hein, donc le test que nous avions eu ici durant le mois de mai et celui que nous avons eu ici à la fin du mois de juillet, début du mois d'août, que c'est cette zone ici des 155 yens pour 1 dollar qui ferait office de cassure de cette dynamique où on sortirait ici de cette hausse constante ici de cette paire de devises. Cette zone, elle a été approchée ici lors de la dernière intervention. Depuis, on rebondit, mais d'une manière assez faible, un petit peu hein, comme si c'était fait ici, où on avait eu ensuite une longue zone d'attente. On est toujours favorisé par le carry trade, mais attention à d'éventuelles reprises de dynamique baissière qui pourraient être impulsées par les banques centrales. On reste sur un contexte qui est toujours très volatile sur cette paire de devises. Sur les matières premières, eh bien l'or donc est sorti de cette phase de congestion ici hein, qui se faisait autour des 4100 $ l'once. Nous avons eu une impulsion haussière ici le 5 août qui a été suivie ici par un suivi de mouvement. On se stabilise actuellement autour des 4400 $ l'once. Donc bon, on a ici un mouvement qui vient. Alors on avait une zone à 4550 hein, que l'on peut déplacer, parce que vous voyez que cette zone ici des 4450 que l'on a actuellement, eh bien elle avait été support ici sur cette zone et on peut dire qu'elle avait été testée ici. Donc globalement c'est une zone intéressante puisque si on la cassait, on pourrait redynamiser ici une dynamique qui s'était un petit peu perdu. Je vous rappelle qu'on était ici sur un fort mouvement haussier, qu'on s'était stabilisé et qu'on partait ici en phase de consolidation, et notamment la rupture des 4100 points plaidait pour une accélération en direction ici des 3890 $ l'once. Cette zone n'a pas été atteinte, donc l'objectif n'a pas été atteint. Il semblerait que l'on sorte ici de cette phase,
mais la rupture haussière ici des 4450 $ l'once serait un signal technique qui confirmerait ce retournement et qui pourrait plaider donc pour un retour sur la zone ici des 4850 $ l'once. Donc c'est à surveiller puisqu'on a un signal de rebond relativement net d'un point de vue court terme. Vous voyez qu'on était plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici et que l'on repart à la hausse avec une belle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc globalement c'est positif, mais dans l'attente d'une confirmation ici via la rupture de cette zone des 4450 $ l'once. Sur le pétrole, nous avons toujours pas mal de volatilité liée à la configuration dans le détroit d'Ormuz. Ce qui s'est passé donc durant ce mois de juillet, c'est que nous avons eu ici une reprise de la hausse suite à de nouvelles velléités de Donald Trump qui se sont dégonflées. Globalement, c'est volatile, mais ça reste neutre, puisque malgré ici cette attaque, on voit ici que l'on reste autour des moyennes mobiles et qu'il n'y a plus de dynamique qui a repris ici. On est venu frôler ici les 100 $ le baril. Donc, on a effectivement ici une phase de baisse qui s'est interrompue, mais on assiste plus ou moins à une phase de stabilisation. Alors certes, on attendait ici une poursuite de ce mouvement baissier, notamment depuis la rupture ici des 77 $ le baril, qui aurait été une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. On a écarté cette probabilité puisqu'on a quitté ici cette dynamique baissière via la rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, du retour sur la bolle supérieure et du retour ici au-dessus des 77 $ le baril. Donc grossièrement ici, on se stabilise autour des 90. Il y a toujours des négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis donc qui portent sur les détroits d'Ormuz. Pour l'instant, on reste suspendu à cette configuration géopolitique, mais on ne peut pas parler de reprise haussière durable sur le cours du pétrole, sauf si ceci effectivement revenait au-delà des 100 $ le baril. Donc pour l'instant, ça reste volatile certes, mais dans une dynamique globale qui reste assez neutre d'un point de vue court terme. Et enfin, sur les crypto-monnaies, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais on n'a pas eu de gros mouvements. On est toujours ici dans un range entre 61 et 66 000 $ pour un Bitcoin. Bon, un range que l'on n'a pas quitté, que l'on occupait déjà avant cette pause estivale. Globalement, sur l'Ethereum, on est à peu près sur le même type de configuration avec ici une neutralisation totale de la dynamique, donc autour des 1,90 $. Alors, il y a deux crypto-monnaies que je vais vous montrer sur lesquelles que je surveille, notamment une jusqu'au mois de juillet. C'est Uniswap qui avait envoyé ici un fort signal technique. On avait ici une impulsion et puis un suivi jusque... On va dire le 10 août, eh bien, on était porté ici par une moyenne mobile après de nombreux contacts sur la bande de Bollinger supérieure. La dynamique semble désormais interrompue avec un retour ici en direction des 3 $ pour cette crypto-monnaie. Donc globalement, on reste ici sur un mouvement qui a tenté une reprise mais qui n'a pas validé ici une cassure des 4,76 $. Donc c'est à confirmer. Globalement, tant que l'on est au-dessus ici des 3,03 $, puis éventuellement de la zone ici des 2,40 $, eh bien, on reste dans un biais neutre. Et puis nous avons aussi donc la crypto-monnaie Link qui, après ici une grosse phase de temporisation, eh bien tente de repartir à la hausse. Alors c'est un petit mouvement qui n'est pas pour l'instant significatif, mais qui se décorrèle un petit peu, je dirais, de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc ce qui est intéressant, c'est de surveiller justement ces multiples décorrélations qui nous indiquent que nous sommes peut-être à la fin de cette phase de consolidation globale. Donc une dynamique qui pourrait commencer à donner des signaux intéressants au-delà des 10 $. Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est une crypto-monnaie à surveiller. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'ensemble de ces marchés. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.